Chères spectatrices, chers spectateurs, je suis électrifié de vous présenter la prochaine saison théâtrale du Trident. Il m'a semblé crucial, je dirais même vital, que le dialogue soit la pierre angulaire de nos prochains élans artistiques pour que des individus, aussi colorés soient-ils, se rencontrent même s'ils s'opposent. La confrontation, mais aussi l'appel à la nuance, sont de parfaits remèdes contre l'aridité du monde actuel. Happé par une guerre commerciale imposée par nos voisins du Sud, une montée fulgurante des idéologies répressives qui visent certaines communautés et un contexte économique qui nous fragilise tous et toutes, il faudra accepter la dissidence et recevoir la différence. Chaque spectacle est issu soit de la bande dessinée, de l'essai, du théâtre classique et de la littérature québécoise et étrangère. Comme le propre d'une œuvre phare est de nous éclairer au présent, l'adaptation théâtrale de ces chefs-d'œuvre nous permettra de donner corps à des points de vue éclectiques sur le monde actuel par le biais de personnages qui cherchent à faire le bien dans un monde éminemment paradoxal. Je vous présente donc 10 artistes que j'admire profondément et qui ont un besoin viscéral de vous rencontrer. Cette saison, je serai accompagné de 4 metteuses en scène, des femmes inspirées, fougueuses, pour vous présenter 5 spectacles chorales où l'esprit de troupe saura vaincre l'individualisme. Voici la 55e saison du théâtre Le Trident. Marie-Josée Bastien, Marianne Marceau, vous allez travailler sur un roman policier, ou roman d'aventure selon certains. Ça s'appelle Le bizarre incident du chien pendant la nuit. C'est un roman écrit en 2003 par Mark Haddon, qui a été adapté pour la scène par Simon Stephen, de Mon meilleur anglais, traduit par Maryse Varda. Il y a eu une mouture de ce spectacle-là au DUCEP il y a de ça quelques années. Et là, on va avoir notre édition à Québec avec Marianne Marceau dans le rôle de Christopher, qui est un adolescent qui est neuroatypique, qui va vivre un tas d'aventures. C'est quoi les aventures que va vivre Christopher? D'abord, le roman s'ouvre sur une découverte. Christopher, pendant la nuit, se balade puis découvre le cadavre du chien de sa voisine, transpercé d'une fourche. C'est un chien qu'il aimait beaucoup. C'est un adolescent qui a plus de difficultés avec les humains qu'avec les animaux. Alors, il est très peiné par cette découverte et il va décider de mener l'enquête pour savoir qui a tué ce chien. C'est une enquête, finalement, qui va déboucher sur des découvertes qu'il ne soupçonnait pas et qui le concernent. C'est ça, je résumerais ça comme ça. Là, parce que... ça va le mener jusqu'à Londres, ou en tout cas. Oui. Fait qu'il y a quand même c'est pour ça, l'idée entre l'aventure et le policier est quand même assez importante, parce que c'est vrai que c'est un petit suspense quand même. Ah, j'adore ça. C'est ça. Marie-Josée Bastien, on vous connaît pour vos mises en scène, notamment de Incendie, de Salle de nouvelles, Macbeth. On est encore dans une œuvre chorale avec une pléiade de personnages. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce... Plein de choses. Parce que d'abord et avant tout, j'adore l'humain. Et c'est une histoire qui raconte l'humanité. Christopher, le personnage, part d'un petit... Son pâté de maison, c'est sa vie. Et tranquillement, le pâté de maison s'élargit, ça devient le quartier. Ensuite, il traverse à Londres. Ensuite, donc, c'est comme si c'est une onde de choc lorsqu'on lance un caillou dans l'eau et que ça a des répercussions. Mais des répercussions dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là, descendre dans le corps, descendre aussi dans les émotions. Il y a des révélations qui se font. Donc, c'est aussi l'idée de l'intrigue policière. Des révélations, on dévoile des choses, on dévoile une partie de lui-même, on dévoile une partie de l'histoire de ses parents, beaucoup, parce que ses parents sont très, très importants dans l'histoire. Et c'est une histoire de bravoure. Hein? Oui, certainement. D'entraide aussi. Puis je pense qu'on a besoin d'entraide en ce moment dans nos vies. C'est-à-dire que la réponse est dans l'autre, c'est-à-dire d'aller se faire aider par quelqu'un d'autre. Donc, le personnage croise plusieurs personnes qui l'aident à avancer dans sa quête et dans sa recherche de lui-même. Exact. Voilà. On dirait que quand tu le décrivais, on voyait déjà une partie de la mise en scène ou de l'écriture scénique dans la manière dont tu l'exprimes avec tes mains. Votre duo, pour les gens de Québec, on le connaît de Christine Reine-Garçon, ce qui t'a valu quand même le Paul Hébert, Marianne. Qu'est-ce qui fait le succès de votre rencontre? Marianne, mon Dieu, ça peut tout jouer. C'est vrai. Et je trouve que c'est une combinaison parfaite entre l'intelligence et l'émotion.
Elle cherche, elle est à la recherche. Je pense qu'on aime ça, tu sais, de toujours trouver la bonne affaire. Puis le dialogue s'installe, puis OK, on n'a pas tout de suite la réponse, on retourne à la maison, puis on réfléchit. Ça cadre avec le personnage quand même, cette espèce de quête personnelle, comme la quête du personnage. Oui. Quand j'ai lu le texte, c'est Marianne que j'ai vue. Qui est un choix audacieux parce que habituellement on le donnerait à un garçon qui aurait un stéréotype d'adolescent, etc. Toi, Marianne, c'est quoi que ça te fait d'interpréter ce personnage-là? C'est une chance parce que c'est un défi, parce que j'adore faire des rôles de composition. C'est aussi toute l'émotion, la complexité de l'expression de l'émotion pour cet adolescent-là qui va être une belle découverte pour moi, une belle recherche, une belle exploration. Je me sens en confiance parce que Marie-Josée, elle travaille toujours très, très bien ses mises en scène. On arrive, on est prêt, on est organisé, on a un temps pour explorer, mais quand même, on est bien suivi dans l'interprétation, dans la direction du jeu. Là. Puis ça, c'est important quand on aborde un personnage comme celui-là, d'être avec une mise en scène qui est aussi forte en direction d'acteur. Ouais. Parce que c'est délicat d'interpréter comme ça un personnage qui est neuroatypique. Puis c'est ça, je me sens en confiance et je me sens très privilégiée. Il y a une critique quand même de la violence dans ce texte-là. Et j'ai une petite question qui est peut-être plus philosophique ou spirituelle, peu importe. Quelle est pour vous la pire violence envers un enfant, soit le silence qui est créé par rapport à ce que les parents vivent ou l'impudeur des parents qui vivent leurs conflits devant des enfants? Je sais que c'est une question qui se répond pas parce que les deux sont aussi pires, mais est-ce qu'il y a une violence pour vous qui est plus dure à supporter? Moi, comme parent aussi, je serais curieux. Oui, vas-y. L'abandon. Pour moi, abandonner un enfant à son sort ou ne pas lui expliquer ce qui se passe ou le rejeter, je trouve que c'est un mot qui est terrible. Voilà. Et qui quand même implique les deux que tu as nommés. Oui, complètement. Qui est comme à la frontière. Oui. Toi, Marianne? Et je trouve que c'est vraiment pas une question facile. Est-ce qu'il y a une violence qui est évidente et plus facile à vivre? Je suis vraiment pas Est-ce que certaine. Tout se dit à un enfant? Non. Non. OK. Moi, je pense pas. Mais c'est controversé. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être tentés, au contraire, d'exposer l'enfant au plus d'informations possibles pour qu'il soit dans la vérité, peut-être pour stimuler sa compréhension des choses. Mais je pense pas qu'un enfant, à n'importe quel âge, est en mesure de comprendre les subtilités des différents enjeux. Là. Très, très hâte à la rentrée culturelle de débuter la saison avec vous en septembre. Oui. Merci. Nous aussi, on a hâte. Merci d'être là. Merci à vous. Merci. Mélanie Demers, Carla Mesquita-On. Je suis très heureux de vous parler du deuxième spectacle du Trident que vous allez présenter en novembre, L'amour ou rien. C'est d'après l'essai de Bell Hooks, All About Love, New Visions. Mélanie Demers, on te connaît comme une artiste pluridisciplinaire, principalement une chorégraphe. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'idéologie de Bell Hooks? L'idée même de travailler sur le matériau qu'est l'amour, c'est immense. C'est comme un défi que je me serais pas lancé si on ne m'y avait pas invité fortement. Mais ce qui me plaît le plus, en fait, c'est de réfléchir, comme Bell Hooks le fait, à l'amour, non pas comme quelque chose de romantique, non pas quelque chose de sentimental, non pas comme un sentiment, mais comme une action. Donc, c'est vraiment comme... C'est peut-être le slogan avec lequel on repart là, en lisant l'essai, en lisant All About Love, c'est qu'il y a quelque chose à faire, puis c'est entre nos mains. Très beau. Puis c'est communautaire aussi. C'est l'idée de la communauté, c'est l'idée que c'est un projet de société, c'est l'idée que c'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on fabrique, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on doit donner. Et là, vous travaillez avec des artistes autant du théâtre, de la musique, de la danse. Comment on trouve le bon médium pour parler de chaque chapitre? Mais quand j'ai commencé à imaginer le spectacle, c'est sûr que l'idée de parler d'amour sur scène me faisait peur. Je me disais, il me semble que le meilleur médium, c'est la musique.
Parce qu'on dirait qu'avec la musique, on est capable de dire plein de choses qui paraissent pas... ça paraît pas niais ou facile ou ringard. Ouais. Donc, c'est sûr que j'entendais quelque chose de musical. Puis après ça, je me disais, il va y avoir de la danse, il va y avoir une parole, de la poésie, du théâtre, il va y avoir la musique. Donc, si on n'est pas capable de dire une chose avec un médium, on ira puiser à même l'autre. Donc, c'est vraiment comme un jeu de ping-pong entre quel médium répond le mieux. Puis, moi, je trouve qu'on fait vraiment un travail de distiller chaque chapitre, essayer de comprendre qu'est-ce que l'autrice veut nous dire quand elle nous parle d'honnêteté, quand elle nous parle d'engagement, quand elle nous parle de communauté, quand elle nous parle de romance. Donc, c'est intéressant. Par exemple, pour l'honnêteté, on est allé dans quelque chose de hyper physique. Le corps ment pas. Exactement. Pour la perte, on est allé dans une petite musique toute douce pour parler de mort. Mais je pense que tu avais beaucoup cette idée-là aussi parce qu'on a un objet très dense. Ouais. Je pense que tu avais vraiment cette idée-là de commencer avec les mots, puis plus ça va, de finir dans le corps. Puis le dernier chapitre, finalement, c'est ça. Il y a aucun mot là, qui est dit. Des trucs qui sont scandés, mais il n'y a pas de... On n'est plus dans le texte, là, on est vraiment dans le corps. De partir de la théorie, parce que c'est un livre, c'est un essai, c'est un livre théorique, finalement, qui parle de l'amour, puis aller dans l'incarnation. Donc, de rendre quelque chose théorique, politique, érotique. Puissamment incarné dans le corps. Oui, complètement. Mais il y a toujours quelque chose, il me semble, de politique dans les œuvres que tu défends, dans le sens que ça me semble jamais être la forme pour la forme. Il y a toujours un fond qui sous-tend tout le travail derrière les œuvres que j'ai vues de toi. Oui, puis on a des belles conversations parce que souvent, les acteurs, les actrices ont tendance à me demander, oui, mais l'intention, oui, mais c'est quoi? On est rendu où dans l'évolution du spectacle? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis souvent, je vais dire, à ce point-ci, je ne le sais pas. Je préfère m'engager dans l'instinct et l'instant. Puis après, je verrai ce que ça dit. Tu sais, puis souvent, c'est comme, j'analyse les œuvres des semaines après la première. Puis j'aime ça aussi, ne pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire que le spectacle, il prend une forme qui me dépasse. Puis je suis comme, c'est ça que je dis avec le spectacle, plutôt que de contrôler le message. Si je contrôle le message, ben c'est comme ça s'arrête à moi. Mais si je le laisse rentrer en moi, me transformer, être poreux aux interprètes aussi qui le créent, aux collaborateurs qui le créent avec moi, je peux être vraiment comme en dialogue avec un objet que je ne contrôle pas totalement. Puis je pense que c'est particulièrement intéressant avec All About Love parce que c'est tellement un livre que des gens ont compris différemment selon les expériences, selon le vécu. Fait que je pense que ça va être intéressant aussi pour les gens qui l'ont lu versus ceux qui l'ont pas. Mais puis je trouve que c'est une posture qui évite la bien-pensance, de dire j'ai quelque chose à t'apprendre. Exact, oui. Pour moi, quand j'ai vu une répétition, parce que vous allez le présenter à Go dans le prochain mois, puis il va être repris au Trident en novembre, j'ai vraiment senti de multiples tentatives de nommer l'amour comme un lot d'hypothèses auxquelles on assiste. Puis ça m'a donné la curiosité de vous poser la question, c'est quoi pour vous l'amour? Si vous aviez quelques mots, mais pas beaucoup, là, si on essaie de restreindre le nombre de mots pour décrire ce que ça fait, ça peut être une sensation, ça peut être... Mais mon fils était malade la nuit dernière, puis je l'ai veillé. Puis il faisait de la fièvre. Puis je sentais sa chaleur, puis tu sais, la chaleur de son front à ma main. Puis je me disais, il y a pas plus d'amour que dans ce moment-là. Je ne suis pas en train de sauver des vies ou de faire quoi que ce soit, mais le moment de veille, tu sais, de regarder quelqu'un dormir puis vouloir que cette personne-là aille mieux. En fait, vouloir le mieux pour quelqu'un d'autre que soi. Je dirais de prendre soin des autres. Bell Hooks, qui a écrit Rage assassine puis qui a écrit À propos d'amour, ces deux choses-là qui peuvent se compléter, même si elles disent quand même quelque chose de différent. Je me suis rendu compte avec ça que le contraire de l'amour, pour moi, c'était pas nécessairement la haine, mais c'était l'indifférence de s'en foutre complètement de quelqu'un ou de quelque chose. Puis j'ai réalisé que je transmettais mon amour dans le soin et l'attention que je donnais aux autres. Merci.
toutes les deux, d'avoir fait ça avec nous. On se retrouve en novembre, J'ai officiellement. hâte. Et dans quelques semaines à Espace Go. Oui. Merde. Merci. On le prend. Oui. Kev Lambert, Ariel Charest, je suis vraiment content de vous recevoir pour parler de ce 3e spectacle qu'on présente au Trident en janvier, Querelle de Roberval. Kev, on te connaît depuis 2017 pour ton premier roman publié chez Héliotrope, Tu aimeras ce que t'as tué, et encore plus depuis 2022 avec Que notre joie demeure, qui a connu un immense succès. On va présenter Querelle de Roberval. Je vais mettre en scène ce roman-là. Ça décrit finalement un contexte ouvrier dans une scierie au lac. Et ces gens-là vont subir le lock-out du patronat de l'entreprise, puis ils vont être dans un tel état de vulnérabilité qu'ils vont comme créer un plan presque sanguinaire. Ben sanguinaire, admettons-le. C'est une tragédie. Je pense que c'est le caractère éminemment théâtral de ce roman-là qui m'a séduit en premier. Qu'est-ce que ça te fait que des gens s'intéressent à un roman que tu as écrit il y a quelques années, d'y replonger indirectement? Ben, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est toujours des lectures qu'on fait, tu sais. Puis même moi, quand je le relis, je vois autre chose. Puis, tu sais, on contrôle pas tout à fait ce qu'on écrit. Tu sais, c'est plus compliqué que ça, le rapport à l'écriture. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'écrivait un peu à notre place. Ouais. Puis, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment... dans l'adaptation que j'ai lue, tu réactualises certaines choses, tu le mets, tu l'adaptes même au contexte politique actuel. Fait que c'est ça que je trouve intéressant, c'est comment aussi on peut toujours le sortir de mon appartement quand j'avais 25 ans, en demi-sous-sol, à côté de l'Université de Montréal, puis en faire d'autres œuvres. Ouais. Ariel, tu vas jouer Jézabel. Oui. Le lac fait partie de toi parce que t'es né là, t'as grandi là, ça fait partie de ton bagou même. Qu'est-ce que ça te fait de représenter ta région natale sur scène, mais aussi qu'est-ce qui t'a happé dans ce récit ouvrier-là? Ben mon Dieu, c'est ça. Kev aussi, tu viens du lac. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une petite connivence pour moi là-dedans. Quand j'ai lu Querelle, c'est sûr que d'abord, les lieux, d'abord l'espace, je revoyais mon beau lac chéri. Tu sais, moi, j'ai lancé beaucoup de promesses à la mer de ce lac-là. Tu sais, j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence dans les chalets des amis. Même les personnages, tu sais, Jézabel, on dirait que je la connais, tu sais, elle travaillait à Boulatec, à Saint-Fé. C'est comme des gens, on dirait, avec qui j'avais déjà une familiarité, tu sais, puis même l'aspect du lock-out, moi, je me souviens qu'avant que je quitte le lac, j'ai vécu le lock-out des concessionnaires qui a duré très longtemps. Puis je voyais du piquetage, les gens étaient là durant des années complètes. Bref, il y avait beaucoup... ça me ramenait dans une nostalgie très grande de cette région-là qui m'habite. Puis j'ai envie de dire qu'il fait partie de mon ADN artistique, à quelque part. Ouais, puis j'ai été très choyée, très privilégiée d'avoir vécu des belles années là-bas, dans une famille aimante, dans une famille... Bon, fait que de par ça, c'est sûr que pour moi, c'est des souvenirs que je chéris. Puis je trouve ça important de décentraliser l'art en général. Donc, de parler aussi d'un autre milieu qui n'est pas un grand centre, puis qui n'est pas non plus dans un espèce de truc un peu exotique. On cabotine ce monde-là. Tu sais, je trouve que ils prennent part dans une charge émotive très grande. Puis j'ai très hâte de défendre ce texte-là que je trouve magnifique. C'est le plus beau personnage, moi, je trouve. Ah, Ouais, mais C'est mon personnage je préféré. l'aime. Parlons un peu de la guerre commerciale, quand même, qui fait partie de notre quotidien présentement, ce qui a été un peu imposé par les États-Unis, puis qui crée comme une relation encore plus fertile avec l'œuvre. Est-ce que ça a plus de résonance encore aujourd'hui ou c'est une histoire qui se répète à perpétuité? Fait que, de toute façon, il y aura toujours cette hiérarchie-là creusée par le capitalisme. Je pense que tu parlais de tragédie, puis pour moi, la tragédie de ce livre-là, c'est un peu cette question-là de comment s'en prendre à des structures. Au-delà de changer le petit tarif, puis changer la petite politique, puis amender le règlement, puis comment on change ces structures-là très profondes qui sont inscrites depuis
des centaines d'années, souvent. Puis par structure, j'entends le capitaliste colonial qui exploite la forêt, parce qu'ils sont pris là-dedans, ces personnages-là. C'est des petits joueurs dans ce système-là, mais c'est des petits joueurs qui se disent on va essayer de se battre contre ça, puis de le changer. Mais comment on change au-delà de, justement, nos conditions de travail? Puis Jezabel, c'est un des personnages qui voit au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, la lutte, c'est pas juste les conditions de travail, puis on va-tu avoir des assurances? Je dis pas que c'est pas important, ça, là. Mais elle se dit, non, il y a quelque chose de pourri derrière ça, qui dépasse notre boss. Là, C'est ça qui en fait un personnage tragique pour moi, parce que les personnages tragiques dont tu parlais très bien, ils sont pris avec des décisions divines. Les dieux, ils ont dit, vous autres, là, pauvres mortels, vous allez mourir, ou vous allez tuer votre mère puis coucher avec votre père, ou l'inverse. Puis après ça, les personnages sont pris avec la fatalité du destin. Puis des fois, je trouve que dans l'engagement politique, dans la lutte, on est pris avec une force aussi grande. On a l'impression qu'on est pris aussi dans la fatalité du destin. Parce que comment qu'on change ça, ce capitalisme-là, qui détruit la planète, qui tue tout le monde, puis qui détruit des vies, puis qui est en marche depuis 500 ans. Comment est-ce qu'on va faire pour défaire ça? Dans le roman, il y a naturellement des personnages qui sont marginalisés, mais avec tout ce qui arrive en ce moment, il y a un recul des droits des femmes, un recul des personnes queer. Il y a les personnes autochtones aussi qui sont manifestement impliquées dans ce récit-là. C'est quoi le rôle de la fiction, vous croyez, dans notre société? Je pense qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y en a pas seulement un. Je pense qu'un de ces rôles-là, puis peut-être la vision que j'avais quand j'ai écrit ce roman-là, c'est un peu que le rôle de l'art, c'est de donner une place à notre négativité, à ce qui nous habite comme être humain, ce qui est de l'ordre du pulsionnel, de l'inconscient, puis que, généralement, dans la vie, on va pas nécessairement donner voix à ça, parce que, mettons que tu es tellement enragé contre le capitalisme que tu as le goût de tuer des riches, dans ta vie de tous les jours, tu peux pas faire ça. Fait que là, tu vas juste mettre ça de côté, mais cette chose-là que tu mets de côté, que tu refoules, elle continue de t'habiter, puis de travailler une partie de ta vie, puis elle peut même te faire du mal, en fait. Puis ce que tu fais quand tu vois un psy, ou quand tu vas voir une pièce de théâtre, généralement, c'est de laisser ces pulsions-là s'exprimer pour une fois, puis se dire, ici, on a un espace là, safe, où tuer quelqu'un ne fait de mal à personne. Mais on peut voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, comment ça déplace notre pensée, notre vision des choses. Puis ça c'est ça qui peut produire du changement. C'est cette plongée dans l'inconnu là qui peut nous amener des réponses ou des solutions ou des nouvelles questions qu'on n'avait pas vues auparavant. Puis même quand on crée, je pense que c'est bien que nous-mêmes, on s'explique pas tout. Absolument. Puis c'est très rare. En tout cas, ça m'est jamais arrivé, moi, d'être capable de tout. Oui, c'est ça. Il y a une part, je pense, dans le jeu, c'est la même chose, dans la mise en scène, c'est qu'il y a une part intuitive. Puis des fois, la bonne idée, c'est celle qui fait pas de sens rationnel, mais qui s'imposait par son énergie ou sa résonance avec notre intuition. Mais je trouve, on dirait que ça me plaît comme défi de se dire il faut qu'il y ait des parts d'étrangeté qui persistent, puis qu'il faut peut-être les préserver, en tout cas, ces espaces-là. Oui, la part de risque, est très importante dans l'art. Mais pour le public, je trouve ça beau aussi, de dire accepter cette part d'étrangeté qui va résister comme un rêve, tu sais, une espèce de magma de couleurs et d'impressions, puis que ça, c'est peut-être ce qui va résister le plus longtemps au temps, finalement, puis à l'évanouissement d'une expérience, là, tu sais. Merci, Kev. Merci, Ariel. Merci. Merci, Olivier. Merci, Ariel. Merci, Kev. Angela Conrad, Kevin McCoy, je suis vraiment excitée qu'on se parle de ce 4e spectacle de la saison, Hamlet. Angela, c'est ton 5e Shakespeare, après avoir monté Richard III, Macbeth. Oui. Et là, tu t'attaques à la plus grande pièce de son répertoire, mais certains disent la plus grande pièce au monde. Comment tu abordes ce travail-là? La pièce de la pièce, parce que c'est la quintessence du théâtre. Oui. Pourquoi? Pourquoi les gens disent ça? Mais parce que c'est tout ce que le théâtre véhicule, que ce soit du côté de la représentation, du rapport à la vérité, du faux semblant, de la question de la dissimulation, et puis surtout, c'est une très grande tragédie de l'histoire. Et je pense que à l'heure actuelle, où on assiste d'une façon un peu impuissante à un changement d'ordre mondial, je crois que Hamlet, Shakespeare, toutes les tragédies de Shakespeare
n'ont jamais rien perdu de leur actualité, mais je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, nous parle très, très profondément. Mais c'est vrai que c'est une pièce sur laquelle probablement tout a déjà été dit et fait. Et on se rend compte que la pièce est d'une actualité toujours et encore. Le monde change, mais l'histoire se répète. Et donc, forcément, c'est un miroir constant qui, depuis des siècles et des siècles, nous renvoie à notre humanité et face à la violence de la loi du plus fort, en fait, qu'est l'histoire. Et c'est ça qu'il raconte Shakespeare, c'est comment l'histoire broie l'humain et comment l'humain tente de résister et s'interroger sur son humanité face à la barbarie que l'histoire véhicule, quoi. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui, quoi. Sauf que c'est l'histoire de l'humanité. On peut faire du théâtre pour, je dirais, pour s'en protéger un tant soit peu, non? Mais il y a quand même il y a un point de vue dans le fait de confier Hamlet à Céline Bonnier, qui est habituellement un personnage masculin. Là, Céline est une femme de grand talent, on dit l'une des plus grandes comédiennes aussi au Québec. Qu'est-ce que ça change dans ton rapport à ce personnage-là, que ce soit cette femme-là qui le joue? D'abord, c'est un choix parce que ça fait des années que je voulais travailler avec Céline Bonnier et très rapidement, j'ai pensé à elle pour Hamlet. J'ai aussi pensé à des acteurs de jouer Hamlet, mais pour moi, le théâtre où les rôles n'appartiennent à personne, ils ne sont pas genrés ni sexués, etc. Et c'est vrai que c'est le plaisir aussi de confier ce rôle à Céline qui, à la fois, que ce soit à la télé, au cinéma ou au théâtre, je trouve a une puissance que j'avais envie d'expérimenter avec elle cette matière, à la fois du côté, évidemment, de la pièce, du texte, etc., mais aussi dans les interrelations avec les autres personnages. Oui, c'est une grande actrice, mais moi, je trouve important de confier aussi un grand rôle masculin à une femme. Vraiment. Parce que si c'est pas moi qui le fais, qui l'aurait fait? C'est vrai. Mais ça a déjà été fait. Mais je crois qu'on a envie de voir... voilà, j'ai aussi envie de voir une grande actrice dans ce rôle. Ouais. Kevin, on te connaît au Trident pour de multiples rôles, mais comme créateur aussi sur Norgue. C'était un récit sur ton immigration des États-Unis au Québec. Ça te fait quoi de savoir que tu vas potentiellement jouer dans les deux langues, en français et en anglais, dans cette adaptation-là? Mais je réjouis. Tu sais, lors de l'audition, j'ai eu un tel plaisir, j'attendais pas ça. J'ai joué dans les deux langues et c'était un cadeau pour moi. Parce qu'un de mes vœux dernièrement, c'était de renouer avec ma langue, ma langue maternelle. Mais je veux pas mettre à l'écart ma deuxième langue, je dirais ma langue d'adoption, le français non plus. Donc, c'est vraiment un cadeau de pouvoir les mélanger tous les deux. Comment tu anticipes de travailler pour Angela comme acteur? Mais Avec c'est quoi? Angela. Avec. Bien sûr. Bien repris. Je veux juste avouer, j'ai vu une seule pièce de toi. J'ai vu Vernon-sur-Texte. Ça suffit, hein? Ça suffit. C'est la pièce de toutes les pièces Et d'Angela. je peux C'est Hamlet. juste te dire que j'ai hâte de travailler avec toi. Et notre conversation de tantôt, tu m'as dit, ne fais pas trop de recherche. Oui. Et moi, je fais de recherche, mais je le fais maintenant pour ne pas le faire plus tard. Oui, non, il faut. Pour que je joue. Ouais. Mais j'ai juste hâte de mettre tout ça dans l'air comme une salade et voir où Oui, j'aime ça, la métaphore de la salade, c'est-à-dire comment on brasse quelque chose, une matière. Et puis même moi, à l'heure actuelle, là où nous parlons, j'ai quelques idées évidemment de propositions, mais c'est toujours une proposition de liberté, de terrain de jeu, pour que les acteurs, les actrices puissent trouver leur propre désir. Et moi, ce que tu dis sur la langue, tu vois, je ne le savais pas. Mais je peux le ressentir parce que le français et l'anglais ne sont pas ma langue maternelle, mes langues maternelles, mais c'est l'allemand. Et je peux comprendre qu'à un moment donné dans sa vie, on a envie de revenir parce que connecter avec sa langue, c'est forcément quelque chose de beaucoup plus intime. Et je lis Shakespeare en anglais, je le lis en français et je trouve la beauté du texte et de la langue. Et quand j'ai vu Kevin, je me dis, mais c'est extraordinaire parce que c'est ce que je voulais toujours, travailler Shakespeare aussi en anglais. Et puis, de jouer avec ces différentes langues. Mais c'est aussi le thème même de la langue dans Hamlet. C'est-à-dire, on joue avec toute la question de comment la rhétorique, la poésie dissimule aussi. Et Hamlet joue beaucoup avec cette chose qui est
pourrait dire, l'ordre symbolique qui se détruit aussi face à la violence. Et je trouve Kevin, dans ce rôle, est très intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose à fouiller du côté de ces personnages, le backstage. Chaque personnage a un backstage chez Shakespeare. Et donc, aller fouiller un peu dans la coulisse de ces personnages avec quelque chose qui apparaît d'une très grande gentillesse, comme on le voit là, mais je veux dire, on va fouiller le personnage dans quelque chose de plus... sombre. Certainement de plus sombre, aussi où les êtres vont se dévoiler. Hamlet les dévoile d'une certaine manière au fur et à mesure. Ouais. Merci, vous deux. On se retrouve en mars au Trident. On fait ça? Oui. Plus le choix, on peut plus reculer, la gamme. C'est parti. Merci. Merci. Maryse Lapierre, metteuse en scène, je veux commencer par te remercier de m'avoir fait découvrir la bande dessinée de Jean-Paul Hyde, Le Petit Astronaute. Tu m'as laissé ça il y a 1 an et demi. Puis depuis, je me suis amouraché de cette histoire-là que tu as envie de défendre à fond depuis très longtemps. Je suis vraiment content de te rencontrer une deuxième fois, Jean-Paul. Il y a un peu de toi dans cette histoire-là. C'est pas un secret. Qu'est-ce qu'elle raconte, l'histoire du Petit Astronaute? Ben écoute, c'est une histoire qui est inspirée de ma vie de famille, là, à la base, là, mais c'est vraiment une inspiration. Fait que moi, j'ai eu accès, à cause de mon fils, qui est né avec un handicap, une paralysie cérébrale, donc un enfant multi-handicapé, à un monde auquel peu de gens ont accès. C'est tout le monde de la rééducation, de l'inclusion et toute la vie des parents qui ont à se défendre dans ce milieu-là. Là, je me suis dit, comment est-ce que moi, je vais réussir à intégrer tout ça, à en faire une histoire, moi qui ne suis pas du tout issu de la tradition de l'autobiographie, comme ça se fait beaucoup en bande dessinée. Puis, au final, j'ai réussi à patenter quelque chose avec des personnages qui ressemblent un petit peu à, mais en même temps, me laissant des coudées franches pour raconter plus que la réalité, plus que ce qui nous est arrivé, puis embrasser, en fait, de façon plus large, des tas de situations, d'enjeux auxquels moi, je n'ai pas eu nécessairement à faire. Et puis donc, c'est une histoire qui raconte, mon Dieu, par où commencer? Quel personnage commencer? Par quel personnage commencer, exactement? C'est l'histoire de Juliette. À la base, Juliette, qui est cette fille qui retourne chaque année dans son quartier de jeunesse, une espèce de pèlerinage qu'elle fait en vélo pour se souvenir de sa ruelle, de son trottoir, là où elle a appris à faire du vélo. Et cette année, c'est particulier parce que devant la maison, il y a une pancarte à vendre, visite libre. Et pour la première fois, comme je pense beaucoup de gens en rêve, c'est de pouvoir retourner dans le décor de ses souvenirs. Et donc là, elle va revivre tous ces petits bonheurs, ces petits malheurs de petite fille de 5, 7, 8, 10 ans. Et l'arrivée de son petit frère, Tom, qui va naître avec un lourd handicap et qui va complètement bouleverser la famille et qui va aussi changer le regard des gens, de tous les gens qu'il va croiser. Voilà à peu près ce que ça raconte. Comme parents, les deux, est-ce que vous croyez à quel point l'éducation dépasse le rôle du parent? C'est parce qu'il y a beaucoup de ça là, dans cette histoire-là. Il faut un village pour éduquer cet enfant-là, en prendre soin. Vous, dans vos ressentis personnels, à quel point votre entourage, puis l'extra-entourage, les personnes qui aident à l'extérieur, à quel point ça a de l'importance sur l'éducation de vos enfants puis votre vie familiale? Écoute, moi, j'ai eu une leçon de vie avec mon fils quand je l'ai envoyé à la garderie. C'est une leçon sur l'inclusion que m'ont servi des enfants de 2, 3, 4 ans. C'est encore aujourd'hui, je m'en rappelle, ça a été, il y a eu un avant et un après. D'ailleurs, je l'ai illustré dans la BD. Ces enfants-là m'ont montré à quel point l'inclusion de cet enfant-là qui vit une réalité différente, c'est évidemment un bienfait pour lui parce que lui, il veut faire comme les autres. Il apprend énormément en regardant les autres faire, taper dans les mains pour faire des comptines. J'ai vu mon petit bonhomme essayer de faire des gestes et j'ai compris qu'il était en train d'essayer de taper dans ses mains.
Mais à côté de ça, et on passe beaucoup à côté de ça, c'est qu'en fait, c'est aussi un apprentissage dans l'autre sens. C'est que pour tous les autres enfants qui ont été là avec lui, ils ont eu non seulement une expérience positive, mais ils ont été exposés à des gens qui vivent des réalités différentes et ça va les poursuivre toute leur vie, mais que ça va être à eux. Ça a été leurs parents, ça a été les éducateurs qui ont été là. Après, ça a été tous les gens qui ont croisé mon fils, qui ont eu affaire à lui. C'est pour ça qu'en fait, quand on parle de l'éducation, c'est très large. C'est aussi l'enfant qui éduque le village. C'est ça, c'est des deux côtés. Hein? Ouais. Au Trident, on te connaît pour Les Ploufs, 15 façons de te retrouver. Une épopée québécoise avec un lot de personnages puis un monologue. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier? À quelle théâtralité on peut s'attendre dans ce spectacle-là? Bien, je peux dire ce qui m'a... parce qu'au début, la première fois que j'ai lu le livre, je me suis dit, j'ai évidemment été super touchée, complètement touchée même. Puis je me suis dit, c'est super beau, mais c'est sûr que ça peut pas être une pièce de théâtre. Et j'ai jamais rangé le livre. Ouais. C'est resté là, puis là, ça m'habitait. Puis je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Et tout d'un coup, j'ai des images qui me sont apparues. J'ai vu quelque chose, puis je me suis dit, je pense que ça se pourrait sur une scène. Puis c'est là que j'ai contacté Jean-Paul. J'ai dit, on se connaissait pas, mais j'ai dit, j'ai une idée. Là, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je vais pas la dire parce que ça va se garder un petit punch. Cette porte d'entrée-là qui se retrouve, je pense, pas mal dans ce que je fais en général, c'est l'idée du dedans-dehors, ce qui est extérieur-intérieur, puis qui est lié, je trouve que la porte d'entrée, c'est le fait qu'on plonge dans un monde de souvenirs. C'est dans les premières phrases de la BD, c'est... les souvenirs, ça se mêle, les visages se confondent. On ne sait plus qui... Tu sais, on transforme aussi nos souvenirs. Puis je trouve que ça, c'est très théâtral comme porte d'entrée parce qu'on rentre dans la maison, puis là, tout d'un coup, les souvenirs ressurgissent et ça peut faire place à un chœur de comédiens qui s'échangent les rôles. On dirait que le monde, c'est comme un monde, le monde du rêve, c'est ça, de l'intangible qui s'ouvre. Fait que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Puis je me suis dit, OK, il y a moyen, je pense, de raconter ça sur une scène. Puis évidemment, la famille, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fait lien avec tout ce que j'ai fait au Trident jusqu'à maintenant. C'est vrai, complètement. Oui, moi, j'ai pas mal la famille, la maison, c'est des choses qui sont... Même Heymat à l'aborder. Oui, j'ai vraiment quelque chose avec ça. Puis la différence, cet enfant-là qui est si différent aussi... puis qui va finalement... il va transformer les gens de son alentour. Tu sais, c'est lui, finalement, qui apporte un peu... c'est très lumineux. C'est quand même une histoire qui est réaliste, d'une certaine manière, puis qui prend pas de détour, mais qui amène beaucoup... En tout cas, moi, ça a généré beaucoup d'amour. Là. Complètement. Tu sais, ça donne le goût de s'ouvrir vraiment aux autres, je trouve. Tu sais, puis de prendre soin, puis d'être attentif. Puis c'est cet enfant-là, on dirait, qui déclenche ça chez les différents personnages de l'histoire. Puis sur le monde plus éloigné que sa famille immédiate aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a touchée. Puis, tu sais, on fait du théâtre parce qu'on a envie de dire des choses qui peuvent aider la vie, notre vie puis la vie des autres. Fait que cette œuvre-là m'avait fait ça. Je me suis dit, est-ce que ça se peut sur scène? Puis là, je pense que je vois comment je vais faire ça. Il reste encore quelques avec mois Jean-Paul. pour continuer de parler. Mais je pense qu'il n'y aura pas de meilleure façon de conclure cette saison-là. Puis je vous remercie, en tout cas, de plonger là-dedans. Merci de léguer ces œuvres-là. Hein. C'est de plus en plus récurrent qu'il y a des adaptations, mais je trouve que c'est un geste énorme de confier une œuvre qui était déjà parfaite dans les mains de quelqu'un. Moi, j'en reviens pas encore. Confiance. J'en reviens pas encore. Merci, Jean-Paul. Merci, Maryse. Merci. Quand je suis arrivé en 2022, on avait un grand rêve, toi et moi, c'est de faire rayonner plus largement le Trident, autant d'un point de vue national qu'international. Puis, les prochains mois sont très, très, très fertiles de ces expériences-là qu'on va vivre avec nos productions. On a Michelin qui sera repris chez Duceppe en mai, suivi de Pompière et Pyromane, qui va être repris au Festival Transamérique. Donc, c'est notre première présence dans un grand festival international de cette ampleur-là. On revient chez Duceppe avec une reprise de Paul à la maison, 2 semaines en juin. Puis les 2 spectacles, tant Michelin que Paul à la maison, vont prendre la route du Québec toute la saison.
en plus de Querelle de Roberval qui va être présentée aux 4 coins du Québec, en plus qu'au CNA à Ottawa. Et on a eu une bonne nouvelle aussi récemment. Oui, c'est vrai. On va avoir un laboratoire de création à la Colline, le théâtre de Wajdi Mouawad à Paris, pour débuter l'adaptation de Ce que je sais de toi de Éric Chacour, pour ensuite avoir une 2e semaine de résidence au Québec. Fait que c'est comme un premier tremplin pour une opportunité à l'international. Très excitant, très beau. Ben, je nous souhaite une super 55e saison. Merci Marc-Antoine. Merci à toi. Toute la saison est basée sur l'idée du dialogue, que des personnages se rencontrent même s'ils s'opposent. Dans toutes les propositions, l'idée, c'est vraiment un appel à la confrontation, mais aussi à la nuance. Est-ce que les deux peuvent se croiser dans des mêmes récits? Je suis curieux de savoir, aujourd'hui, avec qui souhaites-tu que cette histoire-là dialogue? C'est une bonne question. C'est une une très bonne question. Ah, wow! Moi, je dirais avec les enfants en nous. Ah oui. Moi, écoute, tout à fait. Les gens qui sont pas de mon bord. Convaincu. Ouais. Avec des jeunes personnes aussi, de voir comment les jeunes personnes réfléchissent à l'amour. À nous tous et toutes qui sommes spectateurs et spectatrices un peu impuissants en ce moment du changement d'ordre mondial. Ouais. On s'adresse à nos contemporains, comme disait Jean-Claude Shakespeare, notre contemporain. Mais moi, j'essaie toujours de me dire que faut que le récit puisse autant parler à ma mère qu'à mes neveux qui deviennent des adolescents. Tu sais, j'essaie tout le temps de, sans créer le consensus, me dire que ma mère va avoir les codes, le choc va parvenir différemment à chacune des générations ou à chacune des personnes qui vont le vivre, peu importe leurs conditions matérielles, leur sexualité, etc. Tu sais, ce que tu dis, ça me frappe parce que le roman, il est construit un peu comme une rencontre. Tu sais, ça s'appelle Querelle, mais c'est un roman qui est construit comme plein de querelles. C'est rare que je pense comme à la vraie vie, tu sais, parce que... Au lecteur-lectrice. Ben, surtout, je pense que quand j'écrivais ça, je pensais que personne allait lire ce livre-là. Fait que, tu sais, j'imaginais pas vraiment de dialogue possible. Tu pognes une drop, là? Je suis bien déçu, en tout cas. Moi, je dirais les personnes seules. Parce que, justement, je trouve que dans cette histoire-là, l'autre est important. Ouais. La rencontre de l'autre qui nous tire de notre marasme, l'autre qui nous aide dans notre enquête. Fait que les personnes seules, venir au théâtre, c'est une belle solution. Une saison théâtrale, c'est d'abord un dialogue entre vous et moi, puis entre vous et les artistes, pour finalement vous laisser échanger avec les personnes qui vous accompagnent. Échanger vos idées, vos sentiments, de la révolte à la pulsion de joie. Le théâtre étant l'un des seuls lieux où le silence est imposé et où la vie virtuelle mise de côté, c'est un espace et une discipline qui nous permet plus que jamais de parfaire notre écoute et d'affiner notre empathie. Le théâtre comme un espace de résistance, comme bouclier face à la haine, c'est aussi un moment pour briser l'isolement, qu'il soit physique ou psychologique. Le théâtre comme interstice entre l'utopie et le monde réel, le théâtre pour lutter contre le repli sur soi, pour fabriquer ensemble un tissu social plus durable, plus résistant. Il existe un territoire parfait pour remédier ensemble à notre collectivité, et cet espace est juste ici.